Bien, alors bonsoir tout le monde et on veut donc parler de l'histoire de la marine militaire israélienne. J'ai dit on garde la marine civile pour une autre occasion. Vous voyez à gauche le drapeau de la marine, Zroa Hayam, Chel Hayam ou Zroa Hayam, l'arme marine d'Israël. À droite le Paliam, c'était la branche maritime du Palmach. Il y avait le Palmach Yam, Paliam, qui a commencé en fait la marine militaire israélienne. Et on va commencer par quelques notes de musique, l'hymne de la marine israélienne. שוב השמש השורפת את כולנו משזפת, שוב השמש הבוערת את המים מסנוורת, מסנוורת את המים, את כולנו משחימה היא, אך כשאילומם שוקעת היא יפה היא משגעת, כן. בוא אלינו, אלינו, אלינו לים, אל הים המרהיב המרומה, אל השמש הזו, לרוחות הזאת, כי הים לכולנו פתוח. אז בוא אלינו לים, viens vers nous, viens. Commencer, voilà. Donc j'ai dit, je voulais commencer, voilà le livre dont je voulais parler, Hamapecha Yamit, la révolution maritime d'Israël, de Kobi Cohen Atab. Ça, c'est pour une autre fois. Et à gauche, une photo des vedettes syriennes détruites au mouillage à l'attaquer il y a quelques semaines. Alors, pour commencer, cette carte qu'on a déjà vue dans d'autres conférences, qui nous montre le monde connu au XVIe siècle par des moines qui sont dans une abbaye quelque part en Europe, en Allemagne, et on voit qu'ils connaissent trois continents, l'Europe, l'Asie et l'Afrique, et au centre, ils mettent une ville, Jérusalem. Alors Jérusalem, pour eux, c'est le centre du monde, pour nous aussi d'ailleurs, c'est de chez nous que ça vient, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est un centre spirituel du monde, mais comme on est monothéiste, on a un seul Dieu qui a créé le matériel comme le spirituel. Alors, on n'est pas seulement un centre spirituel du monde, on est aussi dans un centre géopolitique, puisqu'on est à la croisée de trois continents, c'est un fait, l'Europe au nord, au sud de nous l'Égypte qui est en Afrique, et nous-mêmes qui sommes en Asie. Et cette autre carte, on a déjà aussi parlé, qui parle de la migration des oiseaux, où on voit que les oiseaux migrateurs qui passent l'été en Europe et l'hiver en Afrique, le point de passage principal dans cet hémisphère, dans cette partie de l'hémisphère terrestre, ça se passe par Israël. Il y a aussi la carte de la migration en Amérique, ça c'est autre chose. Mais entre l'Europe et l'Asie et l'Afrique, en fait, vous voyez que le grand point de passage, c'est Israël. Il y a un peu quelques oiseaux qui passent par Gibraltar. Certains peuvent passer par l'Italie, la Sicile, la Sardaigne. Mais pour la majeure partie des oiseaux, c'est trop compliqué de traverser la Méditerranée et ils passent par la voie terrestre qui passe par chez nous. Donc, on est ce pont terrestre entre trois continents, ce qui a fait que les routes du commerce du monde antique passent par chez nous. Si on veut aller de Rome vers l'Égypte, on passe par Israël. Si on veut amener les parfums d'Arabie ou les épices, ça traverse Israël et ça va vers les ports ou d'Alexandrie ou d'Ashkelon ou de Gaza, pardon. Et donc, les routes du commerce aussi passent par chez nous. Mais en plus, on a aussi des frontières maritimes. On en parlera tout à l'heure. Donc, on a d'un côté toutes les routes terrestres qui passent par Israël, par le fait qu'on est un centre géopolitique au niveau de l'Europe, Asie, Afrique. Et aussi, comme on est au bord de la Méditerranée, on est bien sûr aussi, on a un rapport avec la mer. Alors déjà, dans la Torah, on nous parle d'une tribu, la tribu de Zevulun. Zevulun, le chof yamim yishkon, vehu le chof oniot, be'arkato el Sidon. Zvulun habite au bord de la mer et il arrive jusqu'à Sidon au Liban, aujourd'hui, parce que le Liban n'existe pas, Sidon fait partie d'Eretz Israël. On en a parlé dans la conférence sur les frontières d'Israël. Et donc, Tyr et Sidon sont chez nous dans la tribu de Zvouloun, qui était une tribu maritime, qui aurait dû être. En fait, finalement, c'est la tribu de Asher qui s'est installée là-bas. Mais la Torah parle de Zvouloun. Quand on a les insignes des tribus, les smalim des tribus,
on voit que Zvouloun, on met souvent un bateau avec Zvouloun à cause de ce verset Zvouloun Lechof Yamim. Dans le livre des rois, Sefer Melachim, on va voir que le roi Shlomo a fait une flotte. Pourquoi il a fait une flotte? Ve'oni asa hamelech Shlomo be'etzion gaver. Il n'a pas fait une flotte en Méditerranée, mais je rappelle qu'Israël a un débouché sur la Méditerranée, mais aussi sur la mer Rouge, qui est en fait un bras de l'océan Indien, qui est un bras du Pacifique. Donc on a aussi un débouché sur le Pacifique. Et le roi Shlomo s'est fait une flotte à Etzion Gaver, Asher et Elot, c'est à côté de Elat. Asher al-Sfat Yamsouf be'eretz Edom. Donc pourquoi Shlomo fait une flotte au sud sur la mer Rouge? Ben parce qu'il veut aller Vayavo Ophira, Veikru Misham Zahav, 420 Kekar, Vayavu Melech Shlomo. Ils vont vers Ophir. Où se trouve Ophir? En Afrique ou en Arabie. En tout cas, il y a des mines d'or. Et c'est de là-bas que Shlomo va chercher de l'or. Mais on n'a jamais été les meilleurs marins du monde et on se fait aider. Et si vous regardez le verset qui est juste après, Vaishlach Hiram be'oni et avadav anshe oniot yod'e hayam im avdei Shlomo. Et Hiram, donc le roi de Tyr, a envoyé des marins, anshe oniot, des loups de mer, yod'e hayam, qui connaissent bien les mers, im avdei Shlomo. Donc on s'est fait aider par Hiram, par les Phéniciens qui ont une meilleure connaissance de la marine que nous. Euh, c'est marqué aussi un peu plus loin, toujours dans le livre de Melachim, qui oni tarshish la melech bayam imoni chiram, que les bateaux de Shlomo naviguent de concert avec les navires de Chiram. Achat le shalosh shanim tavo oni tarshish noset zahav vachesef shen habim vekofim vetukim. Mais qu'est-ce qu'ils amenaient? Ils amenaient tous les 3 ans une cargaison d'or, d'ivoire, de singes et de perroquets. Donc ça, c'était des denrées de luxe que Shlomo voulait. On a retrouvé aujourd'hui dans l'archéologie, dans les palais du roi Achav, on a retrouvé beaucoup d'objets en ivoire. Donc c'est déjà depuis l'époque du roi Salomon, on amène l'ivoire pour les besoins du palais royal et du temple de Jérusalem. Un peu plus loin dans le livre des rois, un arrière-petit-fils de Shlomo Ameler va vouloir lui aussi avoir une flotte. Il aura la main un peu moins heureuse. Yehoshaphat, Asa Oniot Tarshish, la Lechet Ophir la Zahav. Donc, comme son arrière-arrière, Yehoshaphat a créé une flotte pour aller à Ophir chercher de l'or. Velor Allah, mais il n'est pas parti. Pourquoi il n'est pas parti? Kinishberu Oniot Betzion Gaver, sa flotte a coulé au mouillage à Etzion Gaver et il n'a pas réussi à quitter le port. Donc voilà, on est marin, mais on a besoin d'aide. Quand c'est Shlomo, c'est Hiram qui aide. Quand Yoshaphat essaie de faire ça tout seul, ça finit par un désastre dans le port. Un peu plus tard, on a un témoignage déjà d'une bataille navale. Ça se trouve chez Yosef ben Mittiyahu, Flavius Joseph, qui nous raconte la guerre des Juifs contre les Romains. Et là-bas, il nous est relaté qu'il y a eu une bataille navale à Yafo, quand les Romains attaquent la ville de Yafo. Comme les Juifs de Yafo sont des pêcheurs, ils partent avec leurs bateaux et les Romains vont leur livrer une bataille sur la mer, qui va se solder par une catastrophe pour les Juifs, malheureusement. Et on trouve cette pièce de monnaie Judea Navalis, la Judée navale. D'ailleurs, ceux qui connaissent le quartier de Yafo à Tel Aviv, il y a là-bas une rue qui s'appelle Yehuda Hayamit, Yehuda Navalis, la Judée maritime, d'après le nom qu'on a retrouvé sur cette pièce de monnaie. Le problème, c'est que d'après la plupart des experts, cette pièce est une contrefaçon, c'est une fausse pièce. Un faussaire aurait pris la pièce de monnaie que vous connaissez, Judea Capta, la Judée captive, et on aurait changé l'écriture pour en faire Juda Navalis. En tout cas, il y a eu une bataille navale à Yafo, ça c'est un fait, mais la grande bataille navale qui nous est relatée par Flavius Joseph se passe dans le lac de Tibériade. De nouveau, l'armée romaine attaque la ville de Trichéa. Trichéa, c'est aujourd'hui Migdal, au nord de Tibériade. Et là-bas, de nouveau, les pêcheurs de Trichéa vont aller prendre leur bateau et aller se réfugier sur le lac du Tibériade. Les Romains vont faire des bateaux eux-mêmes, pour chasser sur le lac, mais comme ils sont et meilleurs combattants et meilleurs navigateurs que nos marins juifs, que nos pêcheurs juifs, ça va finir en catastrophe. Et je vous lis juste la dernière phrase qui est à gauche. Vetseva hayohor adom midam, et le lac était de couleur rouge sang. Vechulo ayam alech halalim, était recouvert
de victimes, qui l'on imlat ish, parce qu'aucun n'a réussi à s'enfuir. Donc, les deux batailles navales qui nous sont relatées dans la guerre des Juifs contre les Romains ont fini en fiasco total. La bataille de Yafo et la bataille de Migdal qui ont fini en désastre. Donc, disons que on a une marine de guerre. On est pas, non, là c'est des pêcheurs. Et la marine de Shlomo aussi, Shlomo a réussi, mais Yoshaphat au mouillage. Donc, disons que les antécédents de la marine israélienne, il y a mieux, il y a mieux. Arrivons à l'ère moderne, vous avez à droite la carte d'Israël, et là on voit bien toute la frontière maritime qu'on a, depuis le Naharia aujourd'hui, au Rosh Hanikra au nord d'Israël, à la frontière libanaise d'aujourd'hui, jusqu'à la zone de Gaza, et à l'époque où on avait le Sinaï, jusqu'au canal, presque jusqu'au canal de Suez, jusqu'au canal de Suez, c'était la côte israélienne, plus la mer Rouge, aujourd'hui juste le golfe d'Elat à côté d'Elat, mais à l'époque aussi tout autour du Sinaï, on avait une très très longue frontière maritime, ce qui nous a obligés de développer une marine de guerre pour défendre les côtes d'Israël, pour se défendre contre des attaques de marines de pays ennemis, et aussi pour se battre, se défendre contre des incursions de terroristes. Il y a eu effectivement, on en reparlera, des attentats qui ont été commis par des terroristes arrivés par voie de mer. Aujourd'hui, la marine est encore plus importante puisque un des grands piliers de l'économie israélienne, grâce à laquelle on peut se maintenir dans cette guerre qui dure déjà trop longtemps parce qu'on ne veut pas la faire sérieusement. Je rappelle que hier, ils ont annoncé dans les nouvelles que le shekel est arrivé de nouveau à un prix record comme il était avant la guerre. Donc, malgré la guerre et tous les coûts et de la guerre et des personnes déplacées et des dégâts, etc., l'économie, le shekel en tout cas, reste une monnaie forte. Et ça, c'est en grande partie grâce aux exportations de high-tech, mais aussi le gaz. Et ces plateformes gazières sont donc une proie de choix pour tous nos ennemis. Et il faut donc une marine de guerre pour protéger ces plateformes gazières qui sont en mer Méditerranée. Et c'est donc de cette arme maritime, Khel Hayam, Zroa Hayam, dont on veut parler ce soir. Alors en fait, le début de la marine israélienne ne commence pas avec une marine de guerre, mais il commence avec une marine qui a des missions pseudo-militaires. C'est en fait les flottilles de la Aliyah clandestine. J'aime pas le mot d'Aliyah illégal. Il n'y a rien d'illégal quand un juif veut venir en Eretz Israël. Pour les Anglais, c'était illégal. Ils appelaient ça illégal. Nous, on appelle ça l'Aliyah clandestine. C'est des gens qui ont dû se cacher pour venir en Eretz Israël. Alors, tout le monde connaît l'histoire de l'Exodus et des grands bateaux qui amènent des milliers de Olim à l'époque, après la Seconde Guerre mondiale et avant la création de l'État d'Israël, à la barbe des Anglais. Mais ce qu'on sait un petit peu moins, il faudrait à l'occasion qu'on fasse vraiment une conférence sur le sujet, c'est que cette alliance clandestine a commencé en fait avec la montée du nazisme. Avec la montée du nazisme en Allemagne, il y a des juifs qui comprennent qu'il vaut mieux quitter l'Allemagne et le plus tôt sera le mieux. Et en fait, le mouvement révisionniste de Jabotinsky entame des pourparlers avec les autorités nazies qui, à l'époque, n'ont pas de programme d'exterminer des juifs, pas encore. Hitler on a parlé dans Mein Kampf, mais pour l'instant, la politique, c'est de se débarrasser des Juifs, de les expulser. Et donc, ils disent, voilà, ben, on va vous aider, on va travailler ensemble. Vous ne voulez pas les Juifs, nous, on veut les emmener en Eretz Israël. Donc, on va collaborer pour envoyer les Juifs en Eretz Israël. Et dans ce cadre, dans cette coopération entre le Satan et les révisionnistes, le premier bateau qui va amener des Juifs d'Allemagne, c'est un bateau qui s'appelle le Kochav. Et ce n'est pas à partir de l'Allemagne que ça va se passer, mais ce qui va se passer, c'est que ces juifs allemands vont acheter des billets de croisière pour aller visiter les pyramides en Égypte. Ils vont donc sur un bateau de croisière jusqu'en Égypte. En Égypte, ils embarquent sur le bateau Kochav qui doit les amener clandestinement en Eretz Israël. Ça se passe en mai 1934. Il y a 50 premiers immigrants clandestins. Quand le bateau arrive, pardon, c'est surtout des Juifs de Pologne, il y en a d'autres, mais surtout des Juifs de Pologne qui embarquent là-bas en Égypte. Et le bateau arrive à côté de la plage de Rishon LeZion, ce qu'on appelle aujourd'hui Chof Palmachim. Et malheureusement, ils sont découverts par les Anglais. En fait, il y a un Arabe qui appelle la police anglaise pour leur dire qu'il y a un bateau suspect. Et une grande partie des Mapilim seront arrêtés par les Anglais. Le bateau reprend la mer et accoste un peu plus loin, mais ceux-là aussi seront arrêtés par les Anglais.
et finalement, ils seront tous renvoyés à la case départ par les Anglais. Donc, le premier bateau de l'Alliance clandestine, c'était un fiasco, mais le suivant, le Vélos, lui, va réussir à amener 150 olim, et à partir de là, commencera une épopée qui va finir en 1948 et va réussir à amener plus de 100 000 olim en Eretz Israël. C'était une grande réussite. Euh, dans les années 1930, il y a des croisières en Eretz Israël. Vous voyez un bateau, le Polonia Steamer, qui est Palestine Lines. Donc, c'est des bateaux qui font des croisières Constanza, Istanbul, Jaffa, Haïfa, Pireus, Istanbul, Constanza. Donc, il part de Roumanie, il continue vers la Turquie, vers Eretz Israël, vers la Grèce, et il retourne en Turquie et en Roumanie. Et ce bateau qui vient qui fait donc ses croisières en Méditerranée, il va amener aussi des Olim qui viennent avec des visas de touristes qui oublieront de rembarquer, mais surtout, il va commencer à servir à amener des armes clandestines pour amener les organisations de lutte, la Haganah essentiellement à l'époque. À gauche, vous avez un tracteur avec un rouleau compresseur qui a été acheté en Europe par Yehuda Arazi. En fait, ce rouleau compresseur était vide. On l'a rempli, on l'a bourré de fusils, de mitrailleuses, de munitions. On a ressoudé le rouleau compresseur. On l'a fait embarquer sur le Polonia. Et c'est comme ça que le Polonia, qui nous amène du matériel agricole, amène aussi des armes pour Israël. Donc, ce n'est pas encore une marine de guerre, mais c'est déjà des utilisations militaires de la marine pour amener des passagers clandestins ou des armements. La première mission militaire marine d'Israël, c'est le Paliam. Donc, je rappelle que avec le début de la Shoah, ce qui va se passer, c'est qu'en 1940, l'Europe est conquise par l'Allemagne, ou alors elle capitule comme la France ou d'autres, ou alors elle est neutre. Et en fait, le seul pays qui continue la guerre contre l'Allemagne, c'est l'Angleterre. Et donc, les Juifs d'Eretz Israël décident que malgré que notre opposition aux Anglais qui empêche l'immigration, qui empêche les Juifs d'Europe de se sauver d'Europe et de venir en Eretz Israël, il est quand même important de ne pas faire la guerre aux Anglais, mais de les aider à vaincre l'Allemagne. Et donc, 30 000 Juifs d'Eretz Israël s'engagent dans l'armée anglaise, dans toutes les armes de l'armée anglaise, dans l'infanterie, dans l'artillerie, dans l'armée de l'air, dans la marine, etc. Plus tard, il y aura aussi une brigade autonome, la brigade juive de l'armée anglaise, qui sera formée de juifs d'Eretz Israël. Mais dans le cadre de ce mouvement de juifs qui s'engagent dans l'armée anglaise, les Anglais créent le Palmach, Plugot Machat. Donc, ce sont des commandos formés par les Anglais pour se battre. Les parachutistes, par exemple, comme Hana Senesh, Enzo Sereni, Rabbi Varaik et compagnie, sont été formés pour sauter derrière les lignes ennemies et faire la jonction avec les partisans. Le Paliam, lui, est créé comme section maritime pour faire des coups de main sur mer. Et j'avais fait une conférence il y a 1 an et demi sur Kav Gimel Yordei Asira. Il y a beaucoup de villes en Israël où on a une rue Kav Gimel Yordei Asira, les 23 marins. Il s'agit d'une section du Paliam qui s'est embarquée sur un bateau, le Arieh Hayam, pour aller saboter les raffineries de pétrole à Tripoli. Tripoli, à l'époque, c'est le mandat français. La France est alliée des Allemands, donc faire sauter les installations pétrolières de Tripoli, c'est frapper la force militaire allemande. Et donc le Paliam est envoyé en mission à Tripoli. Malheureusement, le bateau a disparu corps et âme en mer, et on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Le commandant juif Catriel Yoffé, dont vous voyez la photo en haut à droite, et le monument qui est au centre de l'image, c'est le monument qui se trouve au Mont Herzl, au cimetière militaire, dans le carré des soldats disparus en mission. Il y a là-bas, il y a au Har Herzl une partie qui est réservée à tous les soldats. On n'a pas le corps des soldats disparus en mission, au combat, dans l'espionnage, etc. Et on a donc ce monument, cette barque avec cette piscine d'eau pour rappeler l'histoire des 23 Kav Gimel Yordei Asira. Ça, je laisse tomber. On va continuer après. Après la Seconde Guerre mondiale, on reprend l'ALIA clandestine, et là maintenant ça va être le fait de la Haganah, du Mossad, donc ça va passer à une échelle beaucoup plus grande que ce que c'était avant la Shoah. Et vous voyez les jeunes qui s'entraînent
C'est le Paliam qui s'entraîne au maniement des barques pour débarquer les Olim clandestins des bateaux qui arrivent. C'est eux aussi qui vont seconder les capitaines des bateaux clandestins, puisque ces bateaux sont des bateaux qu'on loue à des armateurs moins scrupuleux, grecs, italiens ou autres qui font de la contrebande. Là, on va leur proposer, comme, au lieu de faire la contrebande, de biens interdits d'amener des juifs vers Israël. Mais il y a toujours un marin du Paliam qui va seconder le capitaine du bateau pour être sûr que le bateau remplit sa mission et qu'il amène les gens en Eretz Israël. Et il y a un très beau chant de Nathan Alterman dans la Tour HVI, dans le journal, où le Chaye Bachurim Shekiblu Pikoud ou Baofel Kibnu et Hashait, à la vive la santé de ces jeunes qui ont commandé dans les ténèbres et ont dirigé ces bateaux au moment exact, à l'endroit voulu, sans avoir les moyens de navigation, sans boussole et sans carte, dans une nuit où les Anglais leur donnaient la chasse. Donc, c'est l'épopée de l'Alia clandestine. Il y a là un timbre émis par les postes israéliennes jour d'émission, vous voyez sur l'enveloppe le nom de tous les bateaux de l'Alia clandestine. Et je rappelle qu'ils ont amené entre 100 et 120 000 olim clandestins depuis 1934 et jusqu'en 1948. La première opération de la marine de guerre israélienne, attention, c'est quelque chose d'incroyable. Je ne sais pas si vous le savez, c'est la prise de En-Gedi. Si vous allez à En-Gedi, si vous allez à la mer Morte, aux hôtels de la mer Morte, vous vous êtes peut-être rendu compte qu'au moment où vous descendez de Jérusalem, vous passez par Yéricho, vous prenez le long de la mer Morte, et un petit peu avant En-Gedi, vous passez un poste contrôle de l'armée israélienne. C'est quoi ce poste de contrôle? Parce qu'en fait, vous passez la ligne verte. C'est-à-dire que après ce poste de contrôle, c'est Israël depuis 1948. Avant le poste de contrôle, ce n'est Israël que depuis 1967, depuis la guerre de 6 jours. Pourquoi la frontière passe à ce niveau-là, au niveau de la mer Morte? Je n'ai pas mis une carte. Parce que en 1948, la dernière opération de la guerre d'indépendance, en fait, c'est déjà à l'hiver 1949, Ben Gurion enjoint à Tsahal de prendre Elat. D'après le plan de partage de l'ONU, euh, qui parle de deux États, un État juif, un État arabe. Eilat fait partie de l'État juif, mais ça ne suffit pas d'avoir le plan de l'ONU, il faut aussi se battre pour avoir les terrains qui nous ont été attribués. Et donc, Ben Gurion dit, je veux à tout prix Eilat, je veux un débouché sur l'océan Indien. Et donc, Tsahal part à l'assaut pour attaquer Eilat avec ce qu'on appelle l'opération Ouvda, où deux brigades partent en mission, le Palmar à travers le Negev et Golani à travers le long de la vallée de la Harava. Et à ce moment-là, Shmariaou Gutman, qui sera connu après comme archéologue très célèbre, c'est lui qui a fouillé la ville de Gamla sur le Golan. Shmariaou Gutman, qui lui connaît bien Eretz Israël, c'est un grand promeneur à l'époque, et c'était un guide, un éclaireur du Palmar, va voir le commandant du Palmar, qui s'appelle Yigal Allon, il lui dit, tu vas maintenant vers Eilat, ben, c'est l'occasion, il faut par la même occasion prendre En-Gedi et la mer Morte. Ce qui l'intéresse, lui, c'est surtout Masada avec toute son histoire et tous les symboles qu'est Masada, mais il y a aussi les, les usines de la mer Morte avec la production de sel de la mer Morte. Donc c'est intéressant au un point de vue économique, mais ce qui intéresse Mario Gutmann, c'est surtout l'histoire de Engedi et de Metzada. Et donc il va essayer de convaincre Yigal Allon. Yigal Allon lui dit, j'ai pas reçu d'ordre de prendre Engedi. Alors Mario Gutmann, mais c'est une occasion, hein. Il arrive à convaincre Yigal Allon. Yigal Allon lui dit, bon, qu'est-ce que tu as besoin? Il lui dit, j'ai besoin d'une section de marins du Paliam, j'ai besoin d'une compagnie du Palmar pour faire, et de quelques éclaireurs. Il reçoit ce qu'il a demandé. Et en fait, ils embarquent. Dans la photo, ce que vous voyez, c'est les usines de la mer Morte à Sdom, au sud. Ça, c'est le sud de la mer Morte. Et les usines de la mer Morte à Sdom. Et là-bas, il y a des bateaux. Pourquoi c'est important? Parce qu'à l'époque, il n'y a pas de route pour aller à Engedi. La mer Morte arrive jusqu'à la falaise. Et pour aller de Sdom vers Engedi, il faut prendre la mer. Donc, ils vont aller par mer, ils vont débarquer à Engedi. Et de là, ils vont
dans un combat héroïque contre personne. Il n'y avait personne qui les attendait à l'arrivée. Ils vont planter un drapeau et annoncer que En-Gedi fait partie de l'État d'Israël. C'est comme ça que En-Gedi était chez nous déjà encore depuis 1948. Pour le nord de la mer Morte, il va falloir attendre la guerre des 6 jours. Voilà, mais c'est important. C'est grâce à un débarquement par mer qu'on a pu adjoindre En-Gedi à l'État d'Israël. La prochaine opération dont je parlais, en 1950, donc c'est 2 ans après la guerre d'indépendance, 1 an après la prise de En-Gedi, c'est pas une opération militaire, mais c'est une opération de prestige. La Hongrie accepte de nous rendre le corps de Hana Senesh, cette parachutiste du Palmach, parachutée en Hongrie, trahie et fusillée par les Allemands en Hongrie, par les Hongrois. Non, je vérifierai. En tout cas, les Hongrois acceptent de nous rendre sa dépouille et ce sont des bateaux de la marine militaire qui lui rendent cet honneur et qui vont chercher la dépouille de Khan Senesh pour l'emmener être enterré au Mont Herzl, au cimetière militaire israélien. Donc, vous voyez ici les marins qui transportent le cercueil de Hana Senesh. La prochaine opération, 1951, vous voyez, déjà maintenant, on a vraiment des destroyers. On a déjà une vraie marine de guerre avec des vrais bateaux qui sont des surplus de la Seconde Guerre mondiale qu'on a rachetés aux Anglais ou à d'autres. Quand on a acheté des armements pour la guerre d'indépendance, on nous a même à l'époque proposé d'acheter un porte-avions. Il y a tellement de bateaux de surplus militaires qui restent après la Seconde Guerre mondiale que tout est à vendre et tout est à acheter. On nous a même proposé un porte-avions. Bon, Ben Gurion ne sait pas encore quoi faire d'un porte-avions. On n'a pas d'aviation et puis on n'a pas où emmener nos avions tellement loin, donc on n'a pas besoin d'un porte-avions. Mais un destroyer, on achète. Et des frégates, des corvettes. Ça, c'est la frégate Achim Misgav que vous voyez ici. Et ce ne sont pas les tours de Tel Aviv. En 1951, il n'y a pas encore de tours à Tel Aviv. Ce sont des tours, je ne sais pas identifier de quelle ville il s'agit, mais cette flottille d'une frégate et une corvette israélienne fait un tour aux États-Unis, à New York, Boston, Philadelphie, Baltimore et Washington. C'est après la guerre d'indépendance. On est en train de recevoir les 600 000 Olim Hadashim qui arrivent immédiatement après la guerre d'indépendance, quand il y avait 600 000 habitants en Israël et encore 600 000 Olim qui arrivent en 2 ans et qu'on n'a pas d'argent et qu'on a besoin de développer le pays, on a besoin de maisons, on a besoin de créer une industrie. Et donc Israël va lancer les emprunts israéliens, ce qu'on appelle les bonds. Et à l'occasion des dîners de gala aux États-Unis pour lancer ces emprunts auprès de la communauté juive américaine, on envoie la marine israélienne faire un tour d'honneur. Et effectivement, quand les juifs américains voient ces bateaux magnifiques, ben, ils comprennent qu'Israël, c'est sérieux, quoi. Il y a vraiment un pays derrière. Si on a une marine comme ça avec des destroyers, ben, bon, on peut donner de l'argent. Israël existe, il y a quelque chose derrière. Donc, ce n'est pas une activité directement militaire, mais ça servir du prestige de la marine pour ramasser de l'argent pour l'État d'Israël. Là maintenant, je vais parler d'une bataille navale. Les Égyptiens utilisent un bateau de guerre qu'ils ont reçu des Anglais. C'était à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, un bateau qui s'appelait Mendip. Vous voyez le nom en anglais HMS, Her Majesty Ship, le bateau de Sa Majesté royale, et après il y a le nom du bateau. On a gardé, comme je rappelle, que Israël sort du mandat britannique et que beaucoup de notre façon de gérer le pays, l'armée, la police, etc., sont des héritages du mandat britannique. Alors, nos bateaux, vous voyez les noms en bas, vous voyez Achi Haïfa. Achi, c'est Oniat Chelayam, bateau de la marine. Alors, on a gardé la façon anglaise d'appeler ça HMS et le nom du bateau. Nous, on appelle ça Achi et le nom du bateau. Tout à l'heure, j'ai parlé du Achi Misgav. Et là, maintenant, on va parler du Achi Haïfa. En fait, les Égyptiens il s'agit maintenant de la guerre de Suez en 1956, l'affaire de Suez, Milchemet Sinai en hébreu. Et ils envoient ce bateau reçu des Anglais, le HMS Mendip, que eux ont rebaptisé Ibrahim El Awal, et ils l'envoient bombarder Haïfa. Donc, avec ces canons les gros canons du bateau, ils bombardent Haïfa. Il est capturé par deux bateaux israéliens, et comme on a réussi
à le capturer sans le démolir, sans le faire couler, ben, on va le reconvertir en bateau de la marine israélienne et il va prendre le nom de Achi Haïfa, on l'a capturé devant Haïfa, ça devient Achi Haïfa, l'Oniat Chelayam Haïfa, un des bateaux principaux de l'armée de la marine israélienne. Donc voilà, on a ou acheté des bateaux au surplus ou on a utilisé ceux qu'on a capturés. La prochaine diaporama, c'est moins sympathique. C'est de nouveau voilà, un très beau bateau de guerre israélien, Ari Elat. De nouveau, il s'agit d'un bateau qui vient des surplus de l'armée anglaise, HMS Zealous. À l'époque, c'était un convoyeur qui convoyait les convois de ravitaillement qui traversaient l'Atlantique de l'Amérique vers l'Europe. En 1955, avec le Achi Elat et le Achi Yafo, alors, pardon, on a deux bateaux principaux, Achi Elat et Achi Yafo. C'est eux qui vont capturer le Achi, le Ibrahim El Awal qui va devenir le Achi Haifa. Donc, on a trois bateaux principaux. En 1959, il a même participé au film Exodus. Il joue le rôle du bateau anglais qui arraisonne Exodus dans le film. Mais en 1967, il va être détruit par un tir de missile égyptien. Il va couler devant Port Saïd. Il attaque Port Saïd pendant la guerre des 6 jours. Et il est coulé avec 47 marins qui vont périr dans le naufrage. 47 victimes sur les 180 marins qui étaient à bord du Harry Elat. C'est resté une des grandes catastrophes maritimes en Israël, avant la catastrophe du Dakar, dont on parlera très bientôt. Je laisse tomber ça. La guerre des 6 jours arrive et ce qu'on se rappelle, la guerre des 6 jours, c'est d'abord Mifza Moked, l'opération aérienne dans laquelle en 2 heures on a démoli toute l'aviation égyptienne au sol. Après, bien sûr, l'événement principal, c'est la prise de Jérusalem, le Kotel, le mont du Temple. Là, on voit Motagour sur le mont des Oliviers qui donne l'ordre d'attaquer Jérusalem. Alors, avec tout ça, on a oublié qu'il y avait aussi la marine et qu'il y a aussi des combats, des combats navals ou des combats navaux, des combats navals pendant la guerre des 6 jours. Alors là, c'est un petit peu moins héroïque que les parachutistes. C'est pour ça que vous ne connaissez pas l'histoire. Vous connaissez l'histoire de l'aviation avec la neutralisation de l'armée égyptienne au sol. Vous connaissez les parachutistes à Jérusalem. Vous connaissez un petit peu moins l'histoire de la marine. La marine, à l'époque, elle utilise des chazirim. Chazirim, c'est ça, un sous-marin de poche. En fait, c'est un sous-marin dans lequel on ne peut même pas rentrer. C'est en fait un sous-marin sur lequel c'est en fait une moto sous-marine qui emporte deux plongeurs avec des mines. Et en fait, ils vont faire du sabotage dans les ports égyptiens et syriens. Ils vont saboter des bateaux au mouillage. Alors, c'est pas la victoire d'un combat naval, mais ce qui va se passer, ça a une grande importance parce qu'après avoir été attaqués dans leur port, les Égyptiens et les Syriens se concentrent sur la défense de leurs bateaux et oublient de les envoyer attaquer Israël. Donc si on n'a pas eu de bombardement des côtes israéliennes par la flotte égyptienne et la flotte syrienne, c'est essentiellement grâce à ces combattants sous-marins qui sont allés plastiquer des bateaux au mouillage dans les ports de l'ennemi. Donc ça, c'est l'action principale de la marine à la guerre des 6 jours. Après, on aura Milchemet HaAtasha, on est au bord du canal de Suez et les Égyptiens nous tirent dessus, nous on leur tire dessus et malheureusement c'est une guerre qui va faire énormément de victimes. Il y aura autant de victimes, on n'en parle jamais, mais la Milchemet HaAtasha a fait autant de victimes que la guerre des 6 jours. Alors qu'il n'y a pas eu de charge héroïque, il n'y a pas eu de contre héroïque, mais ces pilonnages, ces bombardements des positions israéliennes et après on allait se venger en allant bombarder des positions égyptiennes, a fait des centaines de victimes du côté israélien. Et dans le cadre de Milchemet Ha'atasha, il y a eu un bateau, il y a eu une bataille navale qu'on appelle la bataille de Roumanie, c'est un port en Égypte. Ça a eu lieu en juillet 67, donc quelques temps après la guerre des 6 jours. Et deux vedettes lance-torpilles, Achi Daya et Achi Aya, vont aller au large du Sinaï et couler un bateau égyptien. Et quand ils reviennent, vous pouvez voir qu'ils reviennent triomphants avec un balai accroché en haut du mât. Un balai accroché en haut du mât, c'est pour ça que j'ai mis la photo
de Krav Romani, c'est le signe international d'un bateau qui revient victorieux après avoir coulé son adversaire. Et on arrive à la plus grande catastrophe de la marine israélienne, c'est la disparition du sous-marin Dakar. Donc le sous-marin Dakar, Achi Dakar, un sous-marin surplus de la Seconde Guerre mondiale, un sous-marin anglais qu'on achète aux Anglais. Il repart au chantier de Plymouth pour le remettre en état avant d'être livré. On envoie un équipage pour apprendre à manier un sous-marin et le ramener en Israël. Et le 25 janvier 1968, il disparaît. C'est-à-dire qu'il est parti au début janvier, pardon, d'Angleterre. Il est censé naviguer en sous-marin, mais chaque jour faire surface et donner sa position par radio à Israël. Et le 25 janvier, on n'a plus de nouvelles. Le bateau est porté disparu avec son équipage de 69 hommes. Et on ne sait rien du bateau. Qu'est-il advenu du bateau jusqu'en 1999, donc pendant 30 ans, ce sera une énigme. Ce qu'on sait, c'est si vous regardez ce bateau, vous voyez qu'à l'avant du bateau, il y a une espèce de cloche à l'avant. En fait, là-bas, il y a un ballon. Quand un sous-marin est en difficulté sous les eaux, il peut pas, les communications radio ne marchent pas toujours sous la mer vers l'éther et vers les airs. Et donc, vers l'éther, je ne parlais pas de la terre, je parle de l'éther l'éther dont on parlait dans le temps où se propagent des ondes radio dans l'air. Et donc, ce qui se passe, c'est que le bateau, le sous-marin lâche une bouée gonflable, c'est un ballon gonflable qui tire un équipement, un émetteur radio vers la surface, qui émet une balise, voilà, et on sait que si on va vers cette balise, on trouvera à la verticale en dessous un sous-marin en détresse. En fait, un an après la disparition du Dakar, le flotteur, la balise du Dakar arrive sur la plage de Khan Younes. Khan Younes, dans la bande de Gaza, c'est Israël. C'est toujours été Israël, mais je dis à l'époque, c'était contrôle complet israélien après la guerre des 6 jours. Et donc, on a cette balise du Dakar, mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Est-ce que le Dakar a été torpillé par les Égyptiens? Est-ce qu'il a été attaqué? Est-ce qu'il a eu une avarie? Où est-ce qu'il est? On n'en sait rien. Et c'est seulement en 1999 que on va le découvrir en Méditerranée par 3000 mètres de profondeur. Donc il est vraiment sombré très 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 profondément. Voilà, vous avez sur l'image de gauche, vous avez le trajet, le parcours, l'itinéraire il est parti d'Angleterre, il a contourné la France, le Portugal, l'Espagne, il est passé par Gibraltar, il est arrivé, il a dépassé la Crète et après la Crète, près des côtes égyptiennes, il a disparu. C'est pour ça qu'on a pensé que peut-être qu'il a été torpillé. On n'est pas tout à fait sûr, on ne sait pas ce qui s'est passé. En tout cas, il est disparu. Le Rav Goren a écrit qui était le grand rabbin de l'armée, une teshuva ilchatit très importante, Agunot Yakar. Il y avait 69 marins à bord. Une grande partie étaient des marins de carrière, donc des gens qui avaient femmes et enfants. Et vous savez que quand quelqu'un disparaît, il y a un problème pour la femme de se remarier, pour les enfants d'hériter, etc. Et donc, il fallait quelqu'un qui prenne sur lui. C'était très compliqué de pouvoir trouver un Heter Agunot, mais le Rav Goren a permis aux veuves de se remarier en disant ils sont perdus, ils ne reviendront pas. Ça lui a fait énormément de tort dans le public haredi un des, une des appellations qu'ils a données au Rav Goren, c'était Matir Agunot. C'est celui qui libère les Agunot. Il n'est pas très sérieux au point de vue halakha. Euh, Après 31 ans, on sait effectivement que le bateau a sombré à 3000 mètres de profondeur, donc il n'y a effectivement aucune chance de retrouver personne, aucun survivant de ce naufrage. La question était posée, est-ce qu'on renfloue le bateau et qu'on donne une sépulture terrestre au Mont Herzl, aux marins du Dakar? Vous voyez au moins en bas, dans l'image à gauche en bas, le monument au Dakar qui se trouve au Mont Herzl. Vous voyez, c'est une silhouette du sous-marin, il est marqué dessus Dakar, le Zecher Achi Dakar Tzadik Shivim Sheva. Et finalement, la décision a été prise que l'état des corps, après 30 ans, par 3000 mètres de profondeur, il vaut mieux les laisser dans leur cercueil de métal au fond de la mer que de commencer à sortir ce qu'on peut encore sortir de l'épave. Et on a laissé donc le Dakar là où il se trouve.
En 1969, on est donc dans la Milchemet Ha'atasha. On est vraiment des attaques journalières des Égyptiens. On décide de frapper un grand coup et on décide d'attaquer l'île Green, l'île verte. Et vous voyez cette île, vous voyez la photo à gauche, en fait c'est une île artificielle qui est en fait une forteresse qui protège l'entrée du canal de Suez sur la mer Rouge. Donc c'est une île artificielle avec des bunkers, avec des postes de mitrailleuses, des canons, etc. Et par une opération du commando de marine, Shayetet Shlosh Esrei et Sayeret Matkal, les commandos terrestres. Vous voyez en bas la bataille, vous voyez le E-Green sur la carte qui est en bas, vous voyez l'entrée du canal de Suez qui est en haut de l'image, et vous voyez les canaux pneumatiques qui vont amener d'abord les plongeurs sous-marins qui vont prendre pied sur l'île Green et vont permettre aux autres d'accoster et de faire sauter toutes les installations égyptiennes de cette île. Euh, et pour comprendre l'importance de cette frappe, il y a un bouquin d'histoire militaire qui a été publié aux États-Unis en 1997 qui s'appelle Great Raids in History, les plus grands raids militaires des 4 derniers siècles. Et ce livre a choisi 19 attaques spécialement audacieuses. Et parmi les 19 qui ont été sélectionnées, une des 19, c'est cette attaque sur le E-Green par Israël en 1969. Donc, Kol HaKavod le Chel Hayam. Et avec l'aide de Kadosh Baruch Hu, ils ont eu une très grande victoire. La prochaine opération, c'est pas une bataille militaire, mais c'est une opération de prestige aussi. On se rappelle l'embargo de notre grand ami, le général de Gaulle, qui en 1967, à la guerre des 6 jours, déclare l'embargo sur les armes à destination d'Israël, ce peuple sûr de lui et dominateur. Et ce qui se passe, c'est qu'on avait acheté à l'époque, je rappelle que tout notre matériel militaire était français, nos avions c'était des Mirages, et des Vautours et des Ouragans, et des Mystères, nos chars c'était des AMX, et les bateaux, on a décidé de moderniser la flotte israélienne, d'arrêter les grands destroyers, les grands bateaux, les grandes canonnières sur mer, et de se concentrer sur des petits bateaux très rapides et armés de missiles. Le monde est en train de passer du canon vers les missiles et on décide d'acheter des vedettes lance-missiles. Elles sont fabriquées par les chantiers maritimes de Cherbourg et elles ont été déjà payées par Israël. Et là, c'est honteux, c'est-à-dire que non seulement il déclare un embargo, mais des armes qui ont déjà été payées par Israël avec les équipages israéliens qui sont à Cherbourg pour apprendre le maniement de ces bateaux. Et ils sont bloqués au mouillage. Et par la nuit de Noël de 1969, le 25 décembre, 5 bateaux prennent la poudre d'escampette et rejoignent Israël. Euh, j'ai donné une conférence il y a quelques mois au Moadon à Jérusalem. Et là-bas, il y a un monsieur qui est un Gerd Tzedek et qui m'a dit qu'il était le capitaine, qui était le commandant du port de Cherbourg. À l'époque, il était français et non juif. Et il m'a dit qu'il avait compris qu'Israël allait essayer d'escamoter les bateaux et il voulait aider et il avait réussi à se faire à prendre son tour de garde le jour de Noël, sachant que c'est un jour où si Israël voulait tenter quelque chose le jour de Noël, c'est la meilleure date puisque beaucoup de personnel sera en vacances, beaucoup d'autres seront un petit peu éméchés et donc il a pris la direction du port pour pouvoir permettre l'ouverture du port et la fuite de ces vedettes de Cherbourg qui ont parcouru 5000 km vers Israël. Vous voyez de nouveau le périple, ça ressemble beaucoup au périple du Dakar, mais là, ils ont réussi, malgré les conditions météo qui étaient assez dures, à rejoindre Israël. Et le fait qu'ils n'étaient pas armés. Donc, le grand problème était comment passer devant des côtes hostiles et réussir à ne pas à échapper à un combat avec les Égyptiens sur la mer. Ils n'ont pas beaucoup ils avaient 2 émetteurs radio, puisqu'il n'était pas encore, l'armement n'avait pas été livré pour ces bateaux, puisqu'ils étaient censés rester au mouillage. Et ils arrivent le 31 décembre, finalement, à Haïfa. Il y a une chanson israélienne, je ne vais pas vous la faire écouter, juste quelques notes, mais ça raconte toute l'histoire. Vous pouvez trouver sur YouTube. Pour ceux qui comprennent l'hébreu, vous avez toute l'histoire des vedettes de Cherbourg.
לא הלבין מפרש באופק, כך מתחיל אותו סיפור, וחמש ספינות באופל התחמקו מנמל שרבור. בחשאי יצאו הימה בלי לצבור ולצפצף, כי צריכות הם בפנמה בדחיפות לקדוח נפט. אז תנו להם צ'אנס לספינות משרבור, וכמו שהצליחו לצלוח Vous avez compris les mots Sfinot mi Cherbourg, les bateaux de Cherbourg, et on passe dans une nouvelle ère maintenant. Ce n'est plus les grands bateaux avec les canons de marine, mais ce sont des vedettes rapides, lance-missiles. Et la Chayetet Chaloche, la troisième, l'unité de marine combattante, va surtout s'armer maintenant de ces vedettes de Cherbourg et des vedettes, vedettes plus compactes, le Dabour et la Dvora, qui sont produits directement en Israël, qui sont des patrouilleurs plus légers. On arrive à la guerre du Kippour, et de nouveau, à la guerre du Kippour, on se rappelle la traversée du canal de Suez, on se rappelle les combats de chars dans le Sinaï et sur le Golan, on a un petit peu oublié la marine, et en fait, il y aura un combat devant le port de Latakia en Syrie, qui est dans l'histoire le premier combat combat naval avec missile. Israël a développé un missile, le Gabriel, et c'est la première victoire du Gabriel, puisque les vedettes syriennes russes sont équipées de missiles russes, mais trois vedettes syriennes vont être coulées par des missiles israéliens. Donc, d'abord, c'est une première mondiale, la guerre navale à coups de missiles, et la supériorité technologique des missiles israéliens. Donc, je rappelle qu'il y a un an, on a abattu dans l'espace un missile balistique qui venait je ne sais plus si c'est d'Iran ou du Yémen. En tout cas, c'était la première bataille dans l'espace de missiles qui se détruisent dans l'espace. Le premier combat de missiles naval, c'est de nouveau Israël face à la Syrie à la guerre du Kippour et victoire israélienne. Les opérations pendant la guerre du Kippour sera surtout de protéger l'acheminement du pétrole vers Israël. Les Égyptiens ont miné les voies maritimes qui vont vers Israël pour empêcher Israël de recevoir du carburant dont on a tellement besoin pendant la guerre du Kippour. Et en fait, la mission numéro un de la marine va être de protéger les cargos et les tankers qui amènent le fuel, l'essence, le pétrole vers Israël. J'avance vers 1978. Pour ceux qui étaient en Israël et qui se rappellent, Pigua Klishachov, c'était le plus grand attentat d'Israël avant. C'est resté le plus meurtrier jusqu'à l'attaque de Simchat Torah il y a 1 an et demi. Il y a eu 35 Israéliens qui ont perdu la vie dans cet attentat. Des terroristes arrivés par la mer, du Fatah arrivés depuis le Liban par la mer, ont attaqué un autobus sur la route Tel Aviv-Haïfa. Quelques mois plus tard, la marine israélienne va détruire une base navale du Fatah au Liban. Vous avez les photos en bas, je ne vais pas entrer en détail maintenant. Mifta Shalechet, où on détruit une base du Fatah qui a envoyé des bateaux attaquer avec des terroristes pour attaquer en Israël. Il y a eu d'autres opérations, mais je donne quelques opérations types. Je ne vais pas faire la liste maintenant de toutes les opérations de la marine israélienne. Là, c'est une opération d'un autre type, c'est la première guerre du Liban. La première guerre du Liban, Israël attaque le Liban en venant de la frontière israélienne, donc nos chars foncent vers le nord sur 3 axes. Ce qu'on sait moins, c'est qu'Israël, à l'époque, a une flotte de barges de débarquement. Et vous voyez ici deux bateaux sur lesquels vous voyez des transports de troupes blindés sur le bateau, et à droite aussi des nagmashim, des transports de troupes. Et en fait, la marine va transporter des troupes, de l'artillerie et des blindés vers la rivière Awali. Et donc, on va prendre le Fatah en Tnaï en venant et de la frontière de la région de Rosh Hanikra et en venant par le nord, par le Awali, après avoir débarqué un débarquement naval. Donc, voilà un autre type d'opération de la marine israélienne, c'était de transporter des troupes. Plus tard, on a démantelé notre
notre flotte de barges de débarquement. J'ai entendu qu'on on en a de nouveau acheté. Je suis pas sûr, je n'ai pas vérifié, mais je crois qu'on a de nouveau acheté des barges. Bon, il y avait un moment où on n'en avait plus. La prochaine opération, qui est une opération qui a défrayé la clinique aussi, a été d'amener les Juifs d'Éthiopie. J'avais fait une conférence, qui se rappelle, sur le fait que le Mossad avait racheté un club de plongée en mer Rouge au Soudan. Et de là, donc, on avait amené les Juifs d'Éthiopie à pied et en camion. D'abord, les Juifs d'Éthiopie devaient quitter l'Éthiopie à pied jusqu'au Soudan. Le Soudan, des camps de réfugiés au Soudan, on les a amenés par camion jusqu'à ce club de plongée au Soudan. Et de là, la marine israélienne, les commandos de marine sont allés les récupérer pour les ramener en Israël. Après, ça se fera par avion, ce qu'on appelle Mifsa Moshe, Mifsa Shlomo. Mais là, vous avez les bateaux du commando de marine qui embarquent des Juifs éthiopiens dans ce camp de plongée et les amènent vers ce bateau, le Bat Galim, qui en fait est un bateau qui est, c'est aussi un bateau de débarquement. Il peut ouvrir l'étrave et ça peut sortir des tanks ou des voitures. Là, on va faire rentrer les dinghies à l'intérieur avec les Juifs d'Éthiopie. Et il y a un film, Mifsa Achim, qui ramène ça. J'ai le film. Je voulais mettre la séquence où on voit les bateaux avec les Juifs éthiopiens qui rentrent dans le Bat Galim. Mais comme c'est la nuit, le film est sorti très très sombre, on ne voit pas grand-chose, donc il n'y aura pas de film aujourd'hui. Mais à l'occasion. Vous pouvez chercher le film sur Internet. La prochaine opération dont je veux parler, c'est le Karin A. Ça se passe maintenant, on est en 2002. Le service d'enseignement apprend que l'Iran est en train de fournir des armes au Hamas. Tiens, c'est nouveau ça. À l'époque, non, à l'époque, c'est encore le Fatah. Au Fatah, qui est à Gaza. On apprend que ce bateau va traverser le canal de Suez. Et l'idée, c'est que les armements, vous voyez, à Haïfa, quand le bateau, le Carinet, est arraisonné par la marine, il est remorqué au port de Haïfa. Vous voyez tout ce qu'on a pu débarquer de ce bateau, c'est des centaines de roquettes, de mortiers, de mitrailleuses, de fusils de snipers, enfin, de fusils d'assaut. Enfin, il y a de tout des tirs, des lance-missiles RPG, des mines, etc. Énormément d'armement. Il y a énormément de tonnes d'armement là-dedans. Et ce que vous voyez sur le port, c'est ces bidons verts. Vous en voyez un à gauche. J'ai photographié ça au musée de Eilat. Il y a un musée Eilat. La plupart ne savent pas. On va à Eilat pour aller faire des courses ou pour aller à la mer ou pour aller se balader dans la montagne. Il y a aussi un musée qui raconte l'histoire d'Eilat. Je vous le conseille pour une prochaine visite à Eilat. Et là-bas, il y a un de ces containers du Karine. Et en fait, l'idée était de mettre toutes les armes dans des caissons étanches. Le bateau arrive au large des côtes de Gaza. Ces containers vont être immergés et après, des plongeurs sous-marins vont récupérer les containers et amener les armes au Fatah. Baruch Hashem, on a réussi à arrêter ce bateau avec tout l'armement. Il y en a d'autres qui sont passés et qu'on n'a pas réussi. Il y a d'autres qu'on a aussi arrêtés. Ce n'est pas le seul bateau qu'on a réussi à arrêter, mais enfin, c'est voilà, c'est le plus connu, le Karin A. C'était la plus grande prise de la marine israélienne. Une des attaques les plus médiatisées qui a fait énormément de tort à Israël, c'était quand la flottille du Marmara. Quand en 2010, il y a un blocus des côtes de Gaza par Israël. Il y a déjà le Hamas qui a pris contrôle de la bande de Gaza. Israël laisse passer tous les bateaux qui vont à Gaza avec de l'aide humanitaire, humanitaire, grand mot, mais on demande un droit de contrôle. On veut vérifier qu'effectivement c'est de l'humanitaire et pas des armes qui sont convoyées à Gaza. Alors il y a une flottille d'activistes de la paix qui s'organise en Turquie avec 6 bateaux. Euh, et quand ils arrivent au large des côtes israéliennes, Israël demande un droit de visiter le bateau et de vérifier la cargaison, et ils refusent. Alors les commandos de marine arrivent par mer et par hélicoptère et prennent contrôle des bateaux et cherchent vérifier s'il y a des armes ou pas. 5 bateaux, ça se passe dans le calme. Le Marmara, ça se passe très très mal. Et cette photo fait le tour du monde où vous voyez les méchants soldats israéliens qui tirent sur des pauvres activistes pour la paix qui ne voulaient qu'amener de l'humanitaire
à Gaza et il y aura 9 Turcs qui vont être tués et encore une vingtaine de blessés. Maintenant, cette photo, c'est pas par hasard que j'ai amené cette caricature que vous voyez devant vous, parce que en fait, je vous ai fait marcher, je vous montre la caricature comme elle est montrée, comme elle était effectivement dans le journal israélien. Voilà la caricature. On voit les activistes pour la paix qui attaquent les soldats avec des armes, avec des couteaux, avec des matraques et avec des armes à feu. Et les soldats israéliens se défendent en fait. Mais effectivement, dans la presse israélienne, on a vu la photo avec les activistes de paix qui attaquent les soldats. Et dans la presse mondiale, on a bien recadré le film pour ne voir que le soldat qui tire sur le gentil activiste en cachant toutes les armes. Ça fait beaucoup de tort à Israël. Israël aussi, comme d'habitude, on fait toutes les erreurs possibles. Israël a reconnu son tort dans le Marmara. On a même payé des dommages et intérêts aux victimes du Marmara. Bon, sans commentaire. On arrive vers la fin de la conférence. Alors, un petit peu rappeler les différentes unités de la marine israélienne. On a Shayetet Shalosh, qui est donc les vedettes lance-missiles, ou les vedettes avec les missiles. On a la Shayetet des Nachatot, c'est les barges de débarquement. On a les Tsololot, les sous-marins. Et on a Shayetet Shlosh Esrei, les commandos de marine. Les commandos de marine que vous voyez à gauche, qui viennent, ce qu'on appelle Anshe Admama, les hommes du silence, puisqu'ils travaillent sous la mer et ils arrivent pour mener leurs opérations. Quelques photos des armements modernes de l'arme de la marine. Achi Dolphin, donc un sous-marin à gauche, à droite un patrouilleur Dvora et en bas une vedette Sahar Shesh, Ramesh Shesh, je ne sais plus, une vedette lance-missile Sahar de la marine. J'ai eu l'occasion de partir en mer sur un Sahar Arba 2 fois par une mer très haute, c'était pas un grand plaisir. Il y a des croisières qui sont plus sympathiques. Et de nouveau, on va écouter quelques notes de musique avant la fin. אנשי הצפרדע, אנשי הדממה, הרעש עושה לנו חור באוזניים, אם אנו שומעים בסביבה מהומה, אנחנו יורדים אל מתחת למים, ותכף קופצים לנמל הקרוב, אפילו אם הוא במקרה במצרים. אנשי הצפרדע, אנשי הדממה, איש לא ראה, איש לא שמע. Anshad Sfardé, Anshad Mama, les hommes grenouilles, les hommes du silence, personne ne les a vus, personne ne les a entendus, ils arrivent par sous-marin. J'ai fini par eux parce que, comme dans toute chose, la force d'Israël, les armements, mais les hommes, alors bien sûr, il y a des hommes dans les sous-marins, il y a des hommes dans les bateaux de surface, il y a aussi des combattants en sous-marin, il y a bien sûr l'aide d'Akadosh Baruch Hu, tout ça ensemble fait la force de la marine. Alors, aujourd'hui, j'avais commencé en disant que la marine doit protéger les côtes d'Israël, mais doit aussi protéger les plateformes gazières qui sont la richesse d'Israël et permettent à l'économie d'Israël de rester florissante même dans des conditions de guerre. C'est bien sûr ces plateformes sous-marines, c'est le rêve de tout terroriste de les faire sauter. C'est pour ça que Raphaël a défini un nouveau, que tout le monde connaît, là, entendu parler du dôme de fer. Alors, il y a le Sea Dome. Enfin, Sea Dome, c'est un jeu de mots parce que Sea, en fait, S-E-A, c'est la mer. Donc, il y a un dôme de fer maritime qui est le dôme de fer qui sert à protéger les plateformes gazières. Ça, c'est le film publicitaire de Raphaël. Comme je pense que personne d'entre vous n'a au programme d'acheter un Sea Dome, je vais laisser tomber le film, bien qu'il est sympa de voir le missile tiré à partir de la mer. Les sous-marins, on se rappelle moins qu'un des procès de Bibi Netanyahu porte sur le contrat des sous-marins, mais ce qu'on n'a jamais fait, nous a jamais signalé, c'est que si Benjamin Netanyahu a été poursuivi pour le scandale d'avoir acheté des sous-marins dont on n'avait pas besoin. Quand son gouvernement est tombé et qu'est monté le gouvernement Bennett, la première chose qu'ils ont fait, ces gens qui dénonçaient donc toutes les magouilles de Netanyahou, était de continuer le contrat parce qu'ils ont très bien compris que la marine avait besoin de ces sous-marins pour protéger les plateformes gazières. Donc c'est de nouveau le problème, c'est de l'antibibisme, pas la vérité qui intéresse la presse israélienne.
Je finis sur une note un petit peu moins sympathique. L'impressionnante montée en puissance de la flotte égyptienne. La flotte égyptienne, regardez les bateaux qu'ils construisent, des bateaux énormes. Ils ont aussi acheté des sous-marins. Ils ont acheté des vedettes lance-missiles. Ils ont en fait une des plus grandes flottes maintenant de la Méditerranée. Et à droite, j'ai mis une carte de nouveau qui fait mal au ventre, parce que si vous regardez, ils ont construit un port à El Arish. Je rappelle que El Arish, c'est dans le Sinaï, et que d'après les accords de paix, le Sinaï est démilitarisé. Alors effectivement, les Égyptiens construisent un port de pêcheurs à El Arish. Quel sera son usage? Je ne sais pas. J'espère en tout cas que on a vu que l'armée israélienne est figée dans des conceptions erronées, qu'elle a tendance à minimiser la puissance militaire ou la préparation militaire de nos ennemis pour nous faire la guerre. Espérons que la flotte israélienne, que le Khel Hayam a des projets parce que la flotte égyptienne est en plein développement. C'est absolument incroyable dans un pays qui n'arrive pas à nourrir sa population, qui est avec la fermeture du détroit du canal de Suez à cause des Houthis en mer Rouge. Ils sont en faillite complète, mais de l'argent pour acheter des armements et pour développer l'armement, ils en trouvent et ils développent leur marine de guerre. Il faut se rappeler que les ennemis de l'Égypte, c'est d'un côté la Libye qui n'existe plus aujourd'hui, c'est l'Érythrée et le Soudan qui n'ont pas de flotte et leur frontière n'est pas une frontière navale avec l'Égypte. Donc on se demande pour qui, enfin, pas besoin de se demander pour contre qui est cette flotte. Il y a un seul ennemi pour lequel l'Égypte a besoin d'une flotte et c'est Israël. Donc j'espère qu'on fait les préparatifs pour se mesurer avec cette flotte qui devient, comme vous voyez, le journal impressionnante montée en puissance de la flotte égyptienne. Et je termine par cette diaporama. Euh, un mois et demi après le début de la guerre Haravot Barzel, après la guerre de Simchat Torah, j'étais à l'aéroport pour accueillir une délégation de journalistes que je devais guider en Israël. Et en général, quand j'attends des touristes à l'aéroport, je fais un tour. Il y a Stimatsky, la librairie là-bas, et je regarde un peu les derniers titres qui sont parus. Et je vois un bouquin qui a une belle couverture. On voit un sous-marin, ça s'appelle Karish, le requin de Mishka Ben David, et je lis derrière de quoi parle ce livre. Et alors, ce livre, c'est incroyable. De quoi il parle? Il parle en 2022. Israël est attaqué sur tous les fronts par le Hamas à travers des tunnels d'attaque de Gaza, par le Hezbollah au nord et une pluie de missiles, et l'Iran se joint à la curie. Alors, j'ai dit un instant, mais la guerre a commencé il y a un mois et demi. Comment le gars, il a déjà réussi à pondre un bouquin, à l'écrire, à l'éditer et à le vendre? Et je vois qu'en fait, le bouquin a été écrit 3 ans avant. C'est qu'en fait, tout ce qu'on vit aujourd'hui, l'armée ne le savait pas, c'était la go. On a été vraiment surpris. Mais pour un romancier, c'était déjà tout était écrit. Il explique, Mishka Ben David, après, était souvent l'invité sur les plateaux télévisés pour expliquer, mais d'où il a eu cette idée folle dans son livre. Il dit, mais tout était dans les nouvelles. Il suffit de lire les nouvelles et voir comment le Hamas se prépare et comment le Hezbollah se prépare. Et c'était évident qu'il se préparait pour attaquer. Et l'intrigue du livre, c'est en fait ce sous-marin c'est un sous-marin chargé de missiles nucléaires, patrouille au large de l'Iran, et il entend qu'Israël est au bord de la défaite, et il se demande qu'est-ce qu'il doit faire. Alors, ce qui se passe, c'est qu'Israël est attaqué sur tous les fronts, ils n'ont plus de communication avec Israël, et donc c'est l'équipage qui doit décider est-ce qu'ils attaquent l'Iran avec des missiles nucléaires ou pas. Et en fait, c'est l'histoire du livre, c'est les délibérations entre les officiers et les soldats du sous-marin, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Est-ce qu'ils doivent sans ordre attaquer une guerre nucléaire contre l'Iran ou pas? Alors c'est incroyable, c'était un romancier il y a 3-4 ans et aujourd'hui c'est la réalité d'aujourd'hui. Et je rappelle que toute l'idée de cette conférence est venue de cette photo que vous voyez devant vous. Ce que vous voyez, ce sont les vedettes syriennes détruites au port de Latakia il y a quelques semaines dans ce miracle incroyable où Dieu nous a donné à détruire l'armée syrienne sans perdre un seul soldat. Cette armée qui était une hantise de l'armée israélienne, voilà sa flotte détruite au mouillage. Voilà, j'ai fini cette conférence, donc on va souhaiter une prompte guérison à tous les soldats blessés et civils blessés.
la victoire totale aux armées israéliennes qui permettra la libération de tous les otages. Je rappelle que actuellement on est en phase de libération d'otages pour un prix éhonté et ce n'est qu'une partie des otages. On espère détruire le Hamas et libérer tous les otages vivants. Voilà, j'arrête la diaporama et si vous voulez ouvrir les micros, c'est possible.